Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien dans un premier temps, que vous avez passé une bonne journée, ou que vous allez passer une bonne journée. Voilà, que vous regardez la vidéo en fin d'après-midi, l'après-midi, le midi, je sais pas. J'espère déjà que tout va bien pour vous, et que, vous allez passer un bon moment, voilà, tout simplement. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui, les amis, nous allons parler de l'histoire de Hugo. Et cette histoire, elle s'est passée en France, plus particulièrement en Normandie, et je vais vous raconter l'histoire de Hugo qui, malheureusement, a pas très bien fini. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait très plaisir, ça m'aide énormément. Ça fait longtemps en plus un petit thread d'horreur, donc voilà, montrez-moi que ça vous fait plaisir un petit thread d'horreur. Si je vois que la vidéo vraiment plaît, et écoutez, je referai encore et encore. Donc voilà, n'hésitez pas également en commentaire si vous voulez, parce que j'avais une idée de concept qui pourrait être assez sympa, où j'interroge justement des abonnés sur le Discord. D'ailleurs, dans la description, vous avez le lien de tous mes réseaux. N'hésitez surtout pas à venir passer, que ce soit sur Twitch, on fait un peu de tout. On fait un peu du jeu vidéo, on fait du chatting, on fait même des tier list musique. Voilà, pour vous dire à quel point on fait plusieurs trucs. Donc n'hésitez pas, ça ferait extrêmement plaisir. Pourquoi pas la prochaine fois vous interroger, vous venez venir en live, ou vous nous racontez ce qui vous est arrivé, si vous avez des anecdotes intéressantes à raconter en live, et puis comme ça, nous on fera ça pour YouTube, et puis on mettra ça directement là, et voilà, et ce sera vos épisodes thread d'horreur. Voilà, donc n'hésitez pas, je pose ça là, vous faites ce que vous voulez. Je viens d'y réfléchir maintenant, à voir si vous avez envie ou non, tout sera sur le Discord de toute façon, donc voilà. Donc sans plus attendre, on est parti pour l'histoire de Hugo, qui du coup habite en Normandie, et qui pendant cette anecdote a l'âge de 17 ans. Donc Hugo, lui, il est au lycée à ce moment-là et il habite en campagne. Il nous explique qu'il habite un petit peu loin de là où il va étudier et que à chaque fois qu'il va au lycée, le trajet, ça lui prend entre 30 minutes et 1 heure de bus. Voilà, donc Hugo il nous explique vraiment qu'il est vraiment cloîtré dans la campagne, bien paumé, il y a vraiment rien du tout, il n'y a aucun moyen d'y aller autre que le bus à ce moment-là, puisque ses parents ils travaillent énormément et ils sont très souvent absents le matin. Donc du coup Hugo il faut qu'il se débrouille pour aller directement à l'école. Cette anecdote elle se passe directement à la fin de la première période de l'année scolaire où on a les vacances d'Halloween, donc courant octobre. Et chose assez intéressante, c'est ce qu'il nous explique, lui étant dans la grande campagne, il nous explique que voilà, quand vient l'automne, les horaires du bus sont plus stricts que en été, ce qui est plutôt logique, au vu de la météo, des fortes pluies, et que malheureusement sur le chemin ça peut énormément impacter le bus. Il nous explique que ça lui est déjà arrivé de louper des semaines de cours parce que justement malheureusement le bus pouvait pas du tout accéder à son petit village à cause de fortes pluies et que du coup voilà, donc il a expliqué cette situation à son école qui a tout de suite compris le besoin de l'élève et du coup il l'appelait à distance comme à l'époque du Covid. Donc ce jour-là, Hugo il va à l'école, voilà, tout se passe bien. On est en octobre et c'est bientôt la fin de la première partie de la période scolaire et il va bientôt tomber en vacances. Donc il nous explique que il a l'habitude d'inviter son meilleur pote à la maison et de passer des bons moments ensemble. Donc une fois la période scolaire terminée, Hugo et son ami vont tout simplement rentrer chez eux. Le trajet se passe plutôt bien, Hugo a un petit mal de tête dû à cause des cours, mais voilà, grosso modo, tout se passe bien, ils rentrent tranquillou avec le bus et passent la soirée ensemble. C'est à ce moment-là que j'aimerais mettre un point important sur l'histoire, chose que je ne vous ai pas dite, dû au travail des parents de Hugo. Et en fait, ils ont développé de grandes maladies, ils sont assez malades, ils sont assez fatigués souvent, donc ça leur arrive souvent de laisser leur enfant seul à la maison. Ça arrive fréquemment que Hugo et son pote fassent et passent des soirées ensemble pour passer le temps, pour pas laisser Hugo seul. Donc voilà, en tout cas, il laisse souvent Hugo inviter des proches à lui, pour éviter qu'il soit tout seul. Hugo et son meilleur pote, à ce moment-là, ils ont un petit rituel sympathique qu'ils pratiquent depuis maintenant des années et des années. C'est qu'à chaque fin de cours, chaque fin de grande période de cours, ils ont un petit rituel, c'est tout simplement à la tombée de la nuit d'aller se balader dans leur village. Une fois la nuit tombée, ils décidèrent tout simplement de partir dans ce village, dans ce fameux village, pour explorer les environs, voir s'il n'y avait pas un peu d'urbex à se faire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'urbex, évidemment, c'est la découverte de lieux abandonnés. Donc une fois arrivés dans le village, Hugo et son meilleur pote ont pour habitude de faire des petits jeux de pour combien. Vous savez, ce fameux jeu de combien tu fais si, tu dois choisir un chiffre entre 0 et puis par exemple 10, et si vous tombez sur le même nombre, vous devez tout simplement faire l'action avec un reverse. Par exemple, si moi je vous dis pour combien tu fais ça et que vous me répondez 10, au bout de 3 secondes, on est obligé de dire un chiffre entre 0 et 10. Si on tombe sur le même chiffre, vous devez faire le défi. A contrario,
Si je ne réussis pas, alors la personne en face a la possibilité de le dire, et en disant reverse, ça divise par 2 le nombre choisi par la première personne. Et cette fois-ci, encore une fois, si je retombe sur le bon chiffre, et bah c'est moi qui dois faire le défi. Et si on n'arrive toujours pas à trouver le bon chiffre, et bah dans ce cas, la personne. Et pourquoi je vous dis ça? Puisque à ce moment-là, on a Hugo et son meilleur pote qui décident de faire un pour combien. En décidant de faire ça, ils se disent pour combien on va sur les chemins de fer et on voit ce qu'il y a. Apparemment, il y aurait une petite entrée assez secrète. Donc ils décident de faire le pour combien et ça tombe sur le bon chiffre. Ça veut dire que du coup, ils décident d'y aller. Chose très importante, c'est que les chemins de fer sont vraiment encore accessibles. Ça veut dire que à ce moment-là, il y a encore des trains qui peuvent passer sur ces chemins de fer. Donc du coup, ils décident d'y aller et sur le chemin, ils croisèrent un homme assez vieux, assez grand, plutôt dans la cinquantaine, la soixantaine, se tenant devant eux avec un fusil à la main, de grande taille, avec une très grande barbe, et leur disait directement de rentrer chez eux que c'était pas le moment d'être dehors pour des gamins de leur âge et que il fallait absolument rentrer chez eux. Hugo il nous explique à ce moment-là que le vieil homme leur a vraiment crié dessus en leur disant vraiment de fuir, de rentrer chez eux, d'absolument rentrer. Il s'est passé quelque chose de bizarre aujourd'hui et que il fallait absolument rentrer. Sauf que Hugo et son pote, ils sont jeunes, ils ont envie de découvrir et ils aiment bien ne pas répondre aux attentes des adultes. Du coup, ce qu'ils décident de faire, je vous les devinez, aller sur les chemins de fer. Arrivés devant les chemins de fer, ils décidèrent tout simplement de passer sur le pont. En voyant les chemins de fer, il y a une trappe qui se dessine petit à petit. En voyant ça, ils se disent ok, bah faut y aller, faut aller voir justement si ça peut être ouvert. Et du coup, ils décident d'y aller en allant dans un chemin un petit peu à côté où il y avait des ronces. Une fois arrivés devant cette trappe, Hugo il nous explique une chose, c'est que elle était déjà entrouverte au moment où ils sont arrivés, mais c'est vrai que c'était quand même assez compliqué de l'ouvrir puisque la porte était rouillée, c'était lourd. Il n'avait jamais vu cette trappe avant dans son village. Donc une fois qu'ils avaient ouvert cette fameuse trappe, ils décidèrent du coup de rentrer à l'intérieur, donc à l'intérieur du pont pour voir qu'est-ce qu'il y aurait, qu'est-ce qu'il y avait. Et c'est à ce moment-là que Hugo il nous explique que d'habitude dans son village, il connaît grosso modo énormément les environs. Il connaît les habitants, il connaît tout ce qu'il y a aux alentours, et il explique à son meilleur ami que c'est la première fois qu'il ait vu cet homme dans son village, et que c'est la toute première fois qu'il voyait une trappe ouverte au niveau de ce fameux pont, et il trouvait ça alors bizarre. C'est à ce moment-là que puisque je vais vous laisser faire un choix. Je sais déjà ce que vous allez choisir. Mais, je vous laisse choisir. Selon vous, qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Est-ce que vous auriez ouvert la porte pour aller voir justement ce qu'il y avait à l'intérieur de ce pont, de cette trappe? Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que vous y serez allé ou non? Et je vous laisse deviner le choix que Hugo et son meilleur pote ont fait. Ils sont partis. Ils n'ont pas ouvert la trappe. Non, c'est pas vrai, ils sont directement partis en ouvrant la trappe dans le pont, bien évidemment. Donc une fois à l'intérieur, Hugo et son meilleur pote regardèrent les murs, c'est assez chaud. On nous explique qu'il y avait également une forte odeur de renfermé, un peu vieux, un peu de... Voilà, de vraiment qui sentait le renfermé, qui était vraiment pas agréable. Et ils voyaient des énormes fresques murales à l'intérieur de ce pont où étaient dessinés des dessins assez spéciaux où voilà, on pouvait y voir des bonhommes dessinés par un enfant. Vous savez, les bonhommes en bâton rouge grand, et ben voilà, il y avait ce genre de dessin à l'intérieur, disposé de façon extrêmement particulière et dérangeante. À tel point que Hugo, en voyant ces dessins, se posait des questions. Au début, les deux amis rigolèrent, mais ils se sont rapidement posé la question de pourquoi il y a ce genre de dessin ici. Et ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Un peu plus loin, au fond de la pièce, Hugo nous explique que, à ce moment-là, il ne comprend pas pourquoi il a eu un frisson qui lui a parcouru tout le corps, et que il a vu un énorme tissu noir, un peu délabré, un peu déchiré, un petit peu pourri par le temps. Il a tout de suite compris que, en fait, ce tissu, c'était littéralement l'odeur forte et émanante qui sortait de cet endroit et qu'il y avait quelque chose en dessous. Je vais d'ailleurs maintenant vous redonner la possibilité de faire un choix. Vous, à ce moment-là, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous serez parti directement voir ce qu'il y avait sous ce tissu délabré, ou est-ce que vous seriez directement parti de cet endroit? Hugo et son meilleur ami, à ce moment-là, ils n'ont pas décidé d'aller le voir, ils ont décidé de partir directement. Puisque, en plus de ça, il faisait à ce moment-là vraiment
moins jour que lorsqu'ils étaient sortis dehors, il faisait presque nuit, donc ils décidèrent directement de rentrer chez eux à ce moment-là. En revenant sur le chemin du retour, ils recroisèrent le vieil homme, qui leur expliquait que, encore une fois, voilà, il faut partir, faut pas rester là, rentrez chez vous, c'est pas le moment pour des enfants de votre âge d'être dehors en ce moment même. Donc du coup à ce moment-là, Hugo et son meilleur pote, pris de panique de par ce qu'ils avaient vu, ils ont décidé d'écouter le vieil homme et de rentrer directement chez eux. En plus de ça, ils avaient faim, ça tombe bien, ils en ont profité pour faire une pause. Donc une fois chez eux, ils ont décidé de parler un peu de ce qui s'était passé, ils commençaient à se faire des films, vous savez en plus de ça à ce moment-là, c'est des jeunes personnes qui commençaient à se faire 50 scénarios dans leur tête, qu'est-ce qu'il y avait en dessous, pourquoi ça c'était là, pourquoi cette trappe était là, et pourquoi elle était ouverte, depuis quand elle est ouverte, et qui a bien pu l'ouvrir. La porte était complètement rouillée, c'était quasi impossible à ouvrir. Et qui est ce vieil homme qui est bizarre à chaque fois, qui nous regarde, qui nous parle sur notre chemin alors qu'il a pas bougé d'un pouce, pourquoi il est là en fait ce vieil homme, il est bizarre. Et je rappelle encore une fois, à ce moment-là, il n'y a pas les parents de Hugo. Il n'y a aucun moyen de communication puisque dans leur travail, ils n'ont pas le droit du tout à leur téléphone. Il y a des entreprises qui, pour favoriser plus la productivité de leurs salariés, interdisent l'usage du téléphone au travail. Donc quelques heures passèrent et il faisait complètement nuit noire. Et Hugo en fait et son meilleur pote, ils ont décidé de retourner sur les lieux où l'homme se tenait devant eux, juste avant le pont qu'ils avaient exploré précédemment. Et ils se sont dit, bon, ce mec est bizarre, viens on va voir s'il est toujours là-bas. Donc ils vont sur les lieux, sauf que en arrivant sur les lieux, le vieil homme n'était plus du tout là. Il avait totalement disparu. Et pour Hugo, il n'y a qu'un endroit où ce vieil homme peut être, et c'est la maison la plus délabrée du village. Et c'est à ce moment-là que je vais essayer de vous en apprendre un peu plus sur ce village, puisque ce village, malgré le fait qu'il soit petit, a une histoire assez particulière et assez inquiétante. C'est que ce village, il y a quelques années en arrière, ce village était un village purement sectaire qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, pratiquait des rituels où les villageois issus de cette secte pratiquaient de nombreuses offrandes d'animaux pour leurs dieux, pour leur culte, et vouaient les étrangers qui osaient s'approcher de leur village en offrant également à leurs gourous afin d'assouvir leur soif de pouvoir. Sauf que, en fait, dans ce village, tout a été rasé à partir des années 1944, puisque les bâtiments étaient totalement cramés, éteints à cause d'un incendie qui s'est propagé durant tout le village, sauf une maison qui, pour le coup, elle, n'a jamais été rénovée, n'a jamais été touchée, et vous allez voir que cette maison, c'est bel et bien la maison délabrée dont nous parle notre très cher Hugo dans notre histoire. La maison délabrée dont nous parlait Hugo est la toute et dernière maison qui n'a jamais été rénovée, n'a jamais été détruite, appartenant à la secte. Donc à ce moment-là, Hugo, il se dit, viens, on va dans cette maison, viens, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Elle n'est censée ne plus être habitable et habitée puisque elle était vraiment en ruine et elle avait déjà subi quelques incendies auparavant et donc du coup la maison était un peu cramée, un peu noirâtre, vraiment en très mauvais état. C'est alors que du coup les deux amis partirent directement en direction de cette maison pour se faire un petit kiff, un petit frisson d'horreur. Une fois arrivés à la maison, deux amis ont décidé tout simplement de partir en direction de cette maison pour faire découvrir cette maison à son meilleur pote, et lui-même n'avait jamais visité cette maison et il en avait toujours envie. Bon, allez, c'est le moment, on y va, ça va être sympa, et voilà, on va se faire un petit peu peur, un petit frisson d'horreur, ça risque d'être sympa. De toute façon, il va pas se passer grand-chose, c'est qu'une maison. C'est qu'une maison. Une fois arrivé devant cette maison, il faisait nuit noire à ce moment-là, il n'y a aucun lampadaire d'allumé. Il n'y a aucune source de lumière. Ils sont dans le noir complet. Je rappelle, on est avec deux adolescents de 17 ans, sans leurs parents dans les parages. Ça veut dire que s'il leur arrive un truc, ils ne pourront rien faire. Mais rien du tout. Ils décidèrent, mine de rien, toujours de foncer tête baissée dans la maison, en y allant, en se disant que voilà, ça va être cool, on va passer une bonne soirée, on va se faire peur, ça fait un peu urbex, c'est les vacances, viens, on se fait kiffer, en plus ça va être les vacances d'Halloween, viens, on aime, viens, on kiffe, viens, on y va. Donc ils y vont. Ils vont dans la maison, ils rentrent, et arrivés dans cette maison, l'ambiance est assez particulière, puisque Hugo nous explique que voilà, la maison
ça se voit qu'elle a subi des choses, ça se voit que cette maison, elle a du vécu, et quand tu rentres dedans, il y a directement un énorme escalier devant toi qui te mène directement à l'étage supérieur. La maison, elle a un seul étage et un grenier. Ils ont décidé à ce moment-là de commencer directement par l'étage, de se dire, ok, viens, on finit après par le bas, et au pire des cas, si on a besoin de sortir, au cas où il se passe quelque chose, on ne sait jamais, on va en bas, et on fouille le bas, on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a, et au pire des cas, on peut essayer de péter une latte pour sortir de la maison, on essaie de péter les fenêtres qui sont quasi explosées de partout à cause de la vieillesse du bâtiment, ce qui, en soi, est un move assez intelligent, mine de rien. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent bel et bien à l'étage en premier. Une fois à l'étage, Hugo nous raconte que c'était pas du tout la même ambiance. Ça sentait bon, il y avait un bon parfum doux qui sentait un peu le sucre. Il nous explique que pour imager ce qu'il ressentait, c'est comme s'il y avait un espèce de nuage rosâtre avec une odeur de barbe à papa et un peu sucré qui envahissait la pièce du dessus. Arrivés en haut, ils décidèrent du coup de rentrer dans les chambres. Ils se font leur petit coin, rien d'anormal. Voilà, c'est une maison délabrée, c'est comme en urbex. Ils regardent un peu les chambres, ils voient que les lits sont toujours là, il y a encore des photos, mais aucun lien non plus avec la secte, rien du tout. Vraiment une maison banale qui est abandonnée, qui est un peu évidemment secouée par ce qu'elle a vécu, mais qui est sans doute très normale, qui est pas choquant. Alors que de l'extérieur, vraiment, cette maison, elle a une tronche, elle fait un peu peur. Et à un moment donné, il y a le meilleur pote de Hugo qui décide de faire une blague à Hugo en se cachant sous un lit, pour lui faire peur et lui attraper la jambe au moment où il arriverait dans une pièce. Sauf qu'à ce moment-là, Hugo, lui, a commencé à appeler son pote qui du coup lui répondait pas. Il a commencé à paniquer et à un moment donné, Hugo il est rentré dans la chambre dans laquelle son ami était. Et à ce moment, du coup, Hugo il est rentré dans une chambre. En rentrant dans cette chambre, il s'est aperçu que son pote était bel et bien sous le lit et qu'il l'attendait pour choper son pied. Sauf qu'à ce moment-là, il y a le pote de Hugo avec la haute poussière qu'il y a sous le lit, qui commence à tousser fortement, et qui sort de sa cachette et qui lui dit « Bon, je peux plus, je suis en train de tousser, c'est horrible. » Sauf que le truc, c'est que le meilleur pote d'Hugo, à ce moment-là, il est pas du tout dans la pièce où est Hugo. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est horrible. Voilà, c'est horrible ce moment. C'est chaud quand même. Qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là? Comment vous auriez pu réagir, vous, de votre côté? Qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que c'est horrible comme partie. Et vous allez voir que c'est pas le pire. Et que plus maintenant on va avancer, plus maintenant ça va devenir assez glauque et assez bizarre. Puisque à ce moment-là, en fait, Hugo, il nous dit que il a entendu son pote se barrer et il a tout de suite compris ce qui se passait. Du coup, il y avait bel et bien un homme en dessous du lit qui attendait quelqu'un pour on ne sait quoi. Peut-être qu'il se cachait. Peut-être qu'il avait d'autres intentions. Ça, pour le coup, Hugo nous explique qu'il n'en aurait aucune idée. Donc à ce moment-là, il commence à faire une espèce de jeu où il garde son calme. Il se dit « Ah, je savais que t'étais par là. Moi aussi, je voulais te faire une blague. Bien, on va en bas. » Et là, il y a le meilleur pote d'Hugo qui le regarde. Hugo est devenu tout blanc. Il est tout pâle. Il comprend pas. Il lui explique la situation. Il lui dit que il faut se barrer d'ici tout de suite parce qu'il y a un homme qui est sous le lit caché en haut dans une des 3 pièces de l'étage et que il les entend et c'est très bizarre. C'est extrêmement bizarre. Sauf que du coup, le pote d'Hugo, lui, il le croit pas. Il est en mode bon, allez, arrête avec tes blagues. Parce qu'il pense qu'il lui fait une blague. Il pense qu'il essaie de lui faire peur. Il est en mode non, mais arrête, c'est pas vrai. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas vrai. Tu essaies de me faire peur. Sauf que à ce moment-là, Hugo, lui, il est tétanisé. Il sait même plus quoi dire. Il sait même pas quoi dire. Il n'ose même pas parler et même pas essayer de raisonner son ami. Et il lui dit viens, on s'en va vraiment tout de suite. Vraiment tout de suite. Il fait une nuit noire, il y a personne. Si le mec les suit, c'est très compliqué, ça peut être extrêmement dangereux. Sauf que du coup, le meilleur pote d'Hugo, il est toujours têtu et il se dit ok, on va y aller, mais avant, viens, on regarde juste le rez-de-chaussée. Juste on regarde, un tout petit peu, pas longtemps, mais viens, on regarde quand même. Du coup, les deux amis, c'est ce qu'ils font. Ils fouillèrent à la maison en regardant la cuisine, le salon. Le rez-de-chaussée, il est pas super grand. Il est pas super grand, mais il y a un truc qui intrigue Hugo et son ami, c'est que de l'extérieur de la maison,
il y a une espèce de une grande pièce qui est même pas visible ni accessible au rez-de-chaussée, mais qui se trouve bel et bien au rez-de-chaussée au vu de l'extérieur. Mais il sait pas d'où aller, comment aller, et il se dit bah c'est bizarre parce que pourquoi c'est autant petit au rez-de-chaussée? Pourquoi la cuisine elle est aussi petite? Et en fait, il y a un moment, en étant dans la cuisine, le meilleur pote de Hugo, il explique que il a vu un énorme rideau au niveau de la cuisine. Il comprenait pas ce que c'était. Voilà, il se dit bon, c'est pour fermer les lumières de l'extérieur et que voilà. En plus, il fait nuit à ce moment-là, donc il peut pas voir à travers le rideau. Voilà, ça se trouve. Derrière, il y a le jardin de la maison, quoi que ce soit. Mais en fait, non, pas du tout. Vu qu'il fait noir, il voit rien du tout. Et en tirant le rideau, il y a une porte derrière qui donne accès à cette fameuse pièce, qui rend beaucoup plus grande de l'extérieur et qui n'était pas accessible à l'intérieur. En ouvrant cette porte, il y avait une odeur qui sentait les poubelles et qui puait vraiment énormément. Et soyez prêts, parce qu'à ce moment-là, qu'auriez-vous fait vous? Est-ce que vous auriez ouvert cette porte? Sachant que, je rappelle, à l'étage, il y a un homme caché sous un lit. Qui, à tout moment, je dis ça, peut littéralement descendre. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Il y a ça. Je rappelle aussi que on voit rien dehors. Ils sont tout seuls. Et la maison, elle a un passé un peu bizarre. Voilà, ça parle de secte, ça parle de rituel, ça fait peur, ça parle d'offrande. Qu'auriez-vous fait? Je pense que la plupart d'entre vous auraient ouvert cette porte. Et devinez quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois à l'intérieur de cette pièce, le meilleur ami de Hugo vomit instantanément par terre. Ça a été instant de ce que nous raconte Hugo. Lui n'était vraiment pas loin du tout du même résultat. Et en relevant les yeux, Hugo et son meilleur ami, ils ont vu quelque chose qui les marquera à jamais, je pense, dans leur vie. C'est que il y avait des bocaux, de la crasse partout, une odeur horrible. Et cette odeur, c'était tout simplement des organes d'animaux enfermés dans des bocaux. Comment ils savent ça? Il y avait des étiquettes où il y avait écrit chaque morceau d'animaux. De quoi qu'est-ce que c'était? De quel animal ça provenait? De ce que se rappelle Hugo, il avait vu des boyaux d'agneau, des intestins de vache, des oreilles de chien, oui, et d'autres parties. Et il nous explique, Hugo, que c'était vraiment énorme. Il y avait vraiment beaucoup de bocaux différents. En voyant ça, Hugo, en fait, il a eu un réflexe qu'il fallait prendre dès le début. L'initiative, c'était de partir tout de suite en courant de cette maison. Et au même moment, en fait, où ils décidèrent tout simplement de partir parce que, voilà, là, ça sentait vraiment pas bon. C'était vraiment, ça puait de ouf comme endroit, fallait vraiment y aller. Je vous explique que il a même pas eu le temps de pleurer, qu'il a attrapé la main de son ami et que il lui a dit on y va tout de suite. Tout de suite, c'est hyper. Là, on est en danger. Et au même moment où ils décidèrent de partir, en haut de la maison, se tenait le fameux homme barbu, très grand, qu'Hugo ne connaissait pas, qui les regardait partir en courant de la maison. Mais l'homme ne fit absolument rien, il le regardait juste. Hugo et son meilleur ami, à ce moment-là, ils décidèrent de rentrer chez eux en courant, chose qu'ils ont faite. Ils ont fermé toute la maison à clé, ils ont même pas dormi de la nuit, tellement ils étaient traumatisés de cet événement-là. Et le lendemain, en fait, leurs parents, pour arriver, les ont retrouvés dans un état complètement chaotique. Ils pleuraient, tremblaient, ils étaient tout blancs, ils avaient froid, ils étaient pas du tout, mais pas du tout bien. À la suite de ça, en fait, Hugo il nous explique qu'il a dû faire des tests en hôpital psychiatrique. Vraiment un épisode assez traumatisant. Et il nous explique que depuis cette nuit-là, en fait, Hugo, il n'a jamais revu cet homme qui était dans cette maison et qui, on ne connaît absolument rien du tout. On connaît ni l'identité, on connaît ni le du comment il était là, qu'est-ce qu'il faisait. On ne savait absolument rien. Est-ce qu'il avait un lien avec la maison? Est-ce qu'il faisait partie de la secte? Ou alors est-ce que c'est un descendant de la secte? J'en ai aucune idée. On ne sait absolument rien d'autre du tout de cette histoire. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous étiez Hugo? Est-ce que vous serez parti dans cette maison? Auriez-vous fait les mêmes choix qu'Hugo?
N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo. En lisant et en faisant la lecture de cette histoire, c'est vrai que, bah, mine de rien, c'est assez intriguant et assez flippant, puisque il n'y a rien de paranormal. C'est fort probable que ça soit vraiment vrai pour le coup. Moi, j'y crois personnellement. Je crois pas que Hugo aurait été jusqu'à inventer toute cette histoire. Qu'est-ce qu'il y avait au fond d'ailleurs du pont? J'y repense encore. C'était quoi sous ce petit tissu délabré? Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que ça avait un lien avec la maison? Est-ce que ça avait un lien avec le mec? Ou est-ce que c'était vraiment le pur fruit du hasard, une pure coïncidence? Je ne sais pas. Est-ce que vous, dans votre village, pour ceux qui habitent en campagne, est-ce que c'est pareil? Est-ce que il y a des éléments un peu intrigants, un peu bizarres, qui peuvent être découverts par l'urbex, ou bien même où il y a eu des histoires assez bizarres, assez particuliers. Et voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous auriez fait? Je pense que tu restes bien traumatisé d'une histoire comme ça, quand tu es en train de la vivre. Je pense que le retour à la réalité est très compliqué. On n'a pas plus d'infos sur l'histoire, on ne sait absolument rien. On ne sait pas ce qu'il s'est dit. Hugo, il a voulu garder également le secret et l'anonymat, ce que je peux comprendre, de son village, pour éviter que les gens viennent faire des trucs bizarres dans ce village ou quoi que ce soit. Je rappelle que c'est passé en France aussi. Hein. Voilà, c'est important de le notifier, donc voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'espère que l'histoire vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et faites attention à vous, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.